Quelle est la meilleure manière de pratiquer et d'améliorer son listening en anglais? Faut-il s'entraîner avec un anglais très accessible ou s'exposer à un anglais naturel, plus complexe, tel qu'il est réellement parlé par la majorité des natifs? Récemment, j'ai créé du contenu sur l'anglais de Barack Obama et celui de Donald Trump, où j'expliquais pourquoi je préfère de loin l'anglais du 44e président américain. La raison principale avancée par les personnes qui ont indiqué préférer pratiquer leur écoute avec l'anglais de Donald Trump était que son anglais serait plus accessible, plus simple à comprendre. Effectivement, cela est avéré vu que les études linguistiques montrent qu'il communique avec un niveau de langue qui correspond à celui d'un enfant en classe de CM1. Alors, je trouve cela très intéressant parce que ça pose une vraie question de fond. Quand on pratique le listening en anglais, est-ce qu'on doit rester dans ce qui nous est le plus confortable, le plus accessible, ou est-ce qu'on doit volontairement sortir de cette zone de confort? Dans le choix de votre modèle de pratique de l'écoute, je pense que la vraie question n'est pas de savoir ce qui est accessible, mais plutôt ce qui nous fait réellement progresser. Le problème que je vois très souvent chez les apprenants, c'est une tendance à confondre compréhension et progression. Comprendre quelque chose facilement, c'est rassurant, on a l'impression d'avancer. Mais en réalité, quand on reste trop longtemps dans un anglais très lent, très simplifié, très pédagogique, on stagne. On reste dans une zone de confort qui nous donne l'illusion de progresser, alors qu'on développe très peu notre capacité réelle à comprendre l'anglais tel qu'il est parlé dans la vraie vie. Et c'est là qu'il faut sortir d'une vision très scolaire de la langue. Vous le savez déjà, l'objectif de cette chaîne est de démystifier l'anglais. Et je vais être direct. Une langue n'existe pas par niveau. Elle n'existe pas comme une matière académique qu'on découpe proprement en A1, A2, B1, B2, C1, C2, etc. Ça, ce sont des outils pédagogiques qui ont été créés artificiellement pour organiser l'enseignement. Mais ce ne sont pas des propriétés de la langue. D'un point de vue linguistique, l'anglais existe comme un système continu, avec des variations de débit, de registre, d'accent, de densité lexicale et de références culturelles. Il n'y a donc aucun anglais B1 dans la nature. L'anglais existe dans sa complexité naturelle. Les natifs ne parlent pas en fonction de votre niveau. Ils parlent comme ils parlent, avec leur débit, leur accent, leurs habitudes, leurs préférences. Dans l'apprentissage des langues, il y a une idée centrale largement validée. C'est que l'on progresse quand on se situe légèrement au-dessus de son niveau actuel. Attention, pas dans quelque chose de totalement incompréhensible, mais pas non plus dans quelque chose de trop simple. Il faut des modèles qui vous tirent vers le haut. Ça veut dire s'exposer à un anglais authentique, naturel, vivant. Pas nécessairement à un anglais ultra poétique ou réaliste, mais à un anglais réel tel qu'il est utilisé au quotidien par les natifs. Et attention, sortir de sa zone de confort ne veut pas dire chercher volontairement l'extrême difficulté. Il ne s'agit pas d'écouter des discours volontairement obscurs ou lexicalement surchargés. Il s'agit simplement d'accepter que la langue, par nature, est plus riche, plus rapide et plus imprévisible que ce à quoi on est habitué dans un cadre pédagogique. Beaucoup de personnes pensent qu'en écoutant toujours les locuteurs qui parlent le plus lentement possible, avec les mots les plus simples possibles, elles entraînent leur listening. Peut-être le vocabulaire et la prononciation, mais d'un point de vue listening practice, ce type de pratique a très vite des rendements décroissants. Quand on veut développer une compétence, quelle qu'elle soit, on se heurte forcément à la difficulté. L'inconfort n'est pas un problème, c'est un passage obligé. Et c'est justement là que beaucoup d'apprenants bloquent. Ils ont du mal à accepter l'adversité dans l'apprentissage. Il est aussi fondamental de faire la différence entre deux types d'écoute. L'écoute active d'un côté et l'écoute passive de l'autre. Quand on fait de l'écoute active, l'objectif est d'analyser, de comprendre précisément, d'observer la prononciation, le vocabulaire et les structures. Dans ce cadre-là, travailler avec un anglais plus accessible, avec un transcript, peut être pertinent. Mais quand on parle de développer son listening, sa capacité à comprendre l'anglais parlé en situation réelle, l'écoute passive joue un rôle énorme, vu qu'elle habitue vos oreilles au son et au traitement des informations dans la langue ciblée. L'écoute passive, c'est quand on écoute l'anglais en faisant autre chose, sans chercher à tout comprendre, simplement pour exposer l'oreille. Et dans cette logique-là, il ne faut surtout pas se fixer des limites artificielles. Anglais rapide, anglais natif, accent varié, débit naturel, tout est bon, même si on ne comprend pas tout, même si c'est inconfortable.
Le cerveau n'a pas besoin de tout comprendre consciemment pour apprendre. Il a besoin d'exposition. Il a besoin d'entendre, de reconnaître des sons, des rythmes et des schémas. Plus on expose son oreille à la langue réelle, plus le traitement devient automatique. Il y a aussi un point que je trouve assez frappant et même un peu inquiétant parfois. J'ai vu dans les réactions des personnes rattacher très fortement leurs préférences linguistiques entre les deux protagonistes à des préférences ou idéologies politiques. On parlait d'anglais et certains commentaires devenaient directement politiques. Ça, pédagogiquement, c'est un vrai problème. Dans l'apprentissage d'une langue, la neutralité est essentielle. Une langue n'a pas d'opinion politique. Elle n'a pas d'idéologie. Ce sont les personnes qui parlent la langue qui ont des opinions, pas la langue elle-même. Donc, quand on projette des jugements émotionnels ou idéologiques sur un modèle linguistique, on se crée des barrières cognitives inutiles. On filtre inconsciemment l'input, on rejette certains accents et on réduit volontairement son exposition à la langue. La recherche est très claire là-dessus. Dès que l'émotion, le jugement ou le rejet entrent en jeu, l'apprentissage ralentit. Le cerveau traite moins bien ce qu'il n'accepte pas. Donc, refuser un modèle linguistique pour des raisons non linguistiques, c'est se priver d'une partie de l'input dont on a besoin pour progresser. Et au final, il faut garder une chose en tête. Dans la vraie vie, vous ne choisirez pas vos interlocuteurs. Vous ne choisirez pas leur accent, leur débit, leur manière de parler. Donc si votre objectif est de réellement comprendre l'anglais, il faut s'y préparer dès maintenant. Rester fermé à un anglais trop confortable, trop simplifié ou émotionnellement acceptable, c'est se préparer à être en difficulté plus tard. Si vous voulez progresser rapidement en listening, il faut vous exposer réellement à la langue. Il faut accepter l'inconfort, accepter l'adversité des modèles, rester neutre émotionnellement parce que de toute façon, l'inconfort n'est pas un signe d'échec. Bien au contraire, c'est très souvent un signe que vous êtes exactement là où vous devez être pour progresser. Just go ahead and learn.